Bonjour et bonsoir à tous, bienvenue à Ubuntu News, l'entrevue. Depuis quelques semaines, nous entendons parler d'une nouvelle crise entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Bien que des conflits entre ces deux pays ne datent pas d'aujourd'hui. Pour essayer de trouver une solution à cette crise, il y a des négociations qui sont en cours. Une première phase de négociation s'était organisée au Kenya sous la direction du président kenyan Uhuru Kenyatta. Et une deuxième phase de négociation s'est déroulée en Angola sous la direction du président angolais Joao Lourenço. Aujourd'hui, pour essayer de comprendre ce qui se passe en RDC et au Rwanda, nous allons accueillir Éric Mizele dans l'entrevue pour nous expliquer l'origine de ces conflits. Éric est étudiant de l'histoire générale et plus particulièrement celle de l'Afrique ancestrale. Éric est aussi un collaborateur au Centre culturel Quête de vérité. Nous l'avons invité pour nous parler un peu, pour nous donner son point de vue sur cette question, sur cette crise qui oppose la République démocratique du Congo et le Rwanda. Pour commencer, j'aimerais demander à Éric de nous faire l'historique des relations entre la RDC et le Rwanda. Bonjour, Éric Mizele. Bonjour Pierre. C'est durant les années 60 que Mobutu accède à la présidence après un coup d'État, tandis que le Rwanda trouve son premier président en la personne de Grégoire Kayibanda, un Hutu qui met fin à la monarchie Tutsi qui domine le Rwanda politiquement, avec le support du colon belge, malgré son statut de minorité ethnique de Tutsi dans le pays. Mobutu, soutenu par les puissances occidentales, deviendra l'homme fort de la région des Grands Lacs et de l'Afrique centrale. Il garantit ainsi à l'Occident les ressources stratégiques du sous-sol que l'Union soviétique, le bloc soviétique ne doit pas se procurer. Et parmi ces richesses-là, on peut compter l'uranium. Et Mobutu donc se rend disponible pour donner et fournir à l'Occident le diamant, l'or, le cuivre. Et un petit dernier qu'on appelle le coltan qui deviendra le nerf de la guerre à venir. En 1973, le président rwandais Grégoire Kayibanda sera victime d'un coup d'État de la part de son ministre de la Défense, Juvenal Habyarimana, qui en cela suit les traces de Mobutu, qui trahit Patrice Emery Lumumba pour accéder au pouvoir. Mobutu trouve-t-il un fils spirituel en ce jeune voisin? Peut-être. Les deux chefs d'État vont se rapprocher à tel point que l'inhumation du corps d'Habyarimana sera une affaire personnelle chère au président Mobutu. Ce tragique événement arrive en effet en 1994, une année après la fin de la guerre civile qui oppose les Hutus au pouvoir et aux Tutsi rebelles réfugiés en Ouganda depuis la fin de la guerre qui renversa la monarchie Tutsi en 1961. L'avion du président Habyarimana qui escorte aussi le président du Burundi Cyprien Ntaryamira est abattu en plein vol. Cet événement déclenche le génocide rwandais qui officiellement est décrit comme le massacre des Tutsis par les Hutus qui les tiennent pour responsables. C'est ici en effet que la boîte noire de Pandore qui révèle le mobile des crimes des Grands Lacs sera ouvert. Merci Éric d'avoir fait l'historique de ce conflit. Mais est-ce qu'on peut savoir exactement ce qui se passe dans cette crise? Parce que souvent, on ne sait pas vraiment pourquoi ces conflits se déclenchent, surtout dans l'est du Congo, c'est-à-dire là où il y a la frontière entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. C'est ici en effet que la crise des Grands Lacs commence à se corser. C'est ici que beaucoup de personnes ne comprennent pas en fait ce qui se passe réellement en RDC. N'eût été les investigations de journalistes d'investigation comme Patrick Mbeko, Charles Onana, Julie Revers, Pierre Péan, nous n'aurions pas une vision d'ensemble et globale de ce qui se passe réellement dans la région des Grands Lacs. En effet, ces journalistes précités révèlent la stratégie d'une certaine élite Tutsi menée par Paul Kagame, ancien rebelle du Front patriotique rwandais. Une rébellion issue de la défaite de la monarchie Tutsi, comme on l'a dit
auparavant. Après le génocide, Paul Kagame arrive au pouvoir par un jeu d'alliance qui lui permet de se servir d'un Hutu, le pasteur Bizimungu, comme d'une marionnette, qui lui permet d'accéder ensuite à la présidence et rétablir le leadership Tutsi, qui avait été perdu. Pour maintenir cette position, Kagame se doit de neutraliser donc toute force Hutu réfugiée en République démocratique du Congo après le génocide. Ce sont les fameux Interamwe à qui est attribué le massacre du génocide rwandais. Les Interamwe deviennent ainsi le prétexte pour les incursions de l'armée rwandaise en République démocratique du Congo pour piller les ressources minières et profiter frauduleusement de la faune et de la flore du Congo, afin de relever l'économie rwandaise ruinée par la guerre, mais aussi pour pallier aux carences de ressources minières du Rwanda. Différents rapports de l'ONU attestent que des origines frauduleuses des ressources ou des revenus du Rwanda, tandis que 40% de son budget ou de ses ressources proviennent de l'aide internationale grâce notamment, si ce terme peut être utilisé, au marketing autour du génocide. Au milieu des années 90, pour mieux mettre hors d'état de nuire le soutien zaïrois, donc à l'époque, le nom que le pays avait, donc le soutien zaïrois que l'élite Hutu ou les Interamwe d'Abiyarimana bénéficiaient, le Rwanda supporte une rébellion pseudo-congolaise dirigée par Laurent Désiré Kabila. L'Alliance des forces démocratiques pour la libération de la libération, en sigle AFDL, va naître. Au-delà du Rwanda, c'est des puissances occidentales qui financent ce mouvement pour déloger Mobutu, lâché par les Américains qui veulent du sang neuf dans les Grands Lacs via le Rwanda de Kagame et son exécutant congolais, Kabila père. Kabila père fait volte-face ou fera volte-face et tournera le dos à ses soutiens rwandais une fois devenu président. Il divulguera même la véritable identité d'officiers supérieurs et de membres du gouvernement affichés comme congolais au départ, parce que le pays changera de nom de Zaïre en Congo. Mais ces personnes étaient en réalité des soutiens rwandais. Ceci est une révélation tardive, car cette infiltration telle que présentée par notamment Honoré Ngwanda, le feu Honoré Ngwanda, qui était l'ancien diplomate et ministre de la Défense du président Mobutu, eh bien Honoré Ngwanda, dans ses différents ouvrages, affirmera déjà que cette infiltration de l'élite rwandaise se fera ou a été faite déjà dès le temps du président Mobutu, qui avait certes une relation très particulière et fraternelle avec le président Abiyarimana, mais cela n'a pas empêché qu'il y ait eu des infiltrations qui aient eu amené le président Mobutu à sa perte. Le coup de théâtre de Kabila père fera naître une nouvelle rébellion dont le point de départ est l'est du Congo, comme toujours, à cause de ses ressources minières. Le coltan qui entre dans la fabrication des produits technologiques de pointe, les ordinateurs, les téléphones portables et j'en passe, sont donc le nerf de la guerre. C'est donc depuis ce temps, depuis environ que 6 millions de Congolais perdront la vie dans cette guerre d'agression de la RDC où forces étrangères et élites congolaises corrompues tirent les ficelles. Après la mystérieuse mort du président Kabila, son fils prend le pouvoir dans des conditions ambiguës. S'ensuit une longue guerre et des accords multiples avec les rebelles ou des rebelles. Le règne de Kabila fils prendra fin après les élections troubles qui aboutiront à l'élection de Tshisekedi Félix dans des circonstances nébuleuses. Il s'avère donc que les journalistes d'investigation précités ont déterré l'autre version du génocide que Kagame s'est efforcé d'occulter. Les massacres durant les génocides ne sont pas le simple fait des Hutus sur les Tutsis, mais l'inverse s'avère vrai également. L'attentat sur l'avion du président Juvenal n'était pas un acte isolé, mais une volonté bien calculée d'installer le chaos au Rwanda et sur son voisin de la RDC. De ce qui précède donc Pierre, nous voyons qu'il n'est pas très aisé de comprendre ce qui se passe en RDC lorsqu'on n'a pas toutes les cartes en main. Tant qu'on n'a pas sur l'objectif les travaux des journalistes donc, que nous avons cités, qui présentent des sources et qui ne sont pas dans le déni, qui ne sont pas dans le révisionnisme comme ils ont été accusés, quand on n'a pas ces éléments sur la table, eh bien la crise congolaise n'est pas comprise. Paul Kagame est un champion du marketing et si aujourd'hui
il est absolument apprécié de beaucoup d'Africains, c'est parce que il a su maîtriser la communication et il a su se présenter comme un défenseur de l'Afrique. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ici, nous sommes dans un dilemme moral. Je donnerai un exemple. Admettons, quelqu'un vient vous voler vos ressources, vient vous voler votre argent. Vous avez une somme importante dans un compte en banque, vous avez par exemple 300 000 dollars, et cette personne vient vous voler votre argent. Ce voleur prend cet argent et construit un hôpital de grande valeur qui, évidemment, soigne beaucoup de personnes. Mais il s'avère que vous découvrez que ce monsieur est un voleur. Lors du jugement, que doit-il se passer? Doit-on traiter cette personne comme un voleur parce qu'il a eu à subtiliser cet argent? Ou doit-il être considéré comme un héros parce qu'avec cet argent, il a construit un hôpital? C'est ce dilemme qui existe au niveau de Paul Kagame, dont la richesse du Rwanda, cette richesse aussi virtuelle, est faite sous le dos, sous le corps, sous les cadavres des Congolais. Et cette histoire, cette partie de l'histoire n'est pas connue de la plupart des Africains ou de l'opinion publique parce que les documents et les livres, les ouvrages qui en parlent ne sont pas aussi très connus. Nous avons donné la liste de ces investigateurs qui ont dévoilé la vérité. Mais le problème, c'est que dans les médias, nous ne voyons que la partie visible de l'iceberg. Lorsque nous voyons Paul Kagame dans sa campagne de marketing afficher Visite Rwanda dans les équipes prestigieuses de la Ligue des Champions, ça touche au cœur. Les Africains sont flattés par cela. Et lorsqu'on voit les avancées soi-disant du Rwanda après le génocide, tout cela contribue à conquérir les cœurs. Mais au-delà de ça, nous sommes dans un dilemme moral où le mal a été fait pour faire le bien. Et c'est là où la moralité doit prendre, et la justice doit prendre ses droits pour pouvoir y voir plus clair dans cette situation. Alors, Eric, on sait très bien qu'il y a des négociations en cours. On se demande maintenant comment le gouvernement va faire pour résoudre ce conflit dans cette région du pays, à savoir l'Est du Congo. Évidemment, la situation est beaucoup plus nébuleuse et ambiguë que nous le pensons. Les circonstances qui ont amené Félix Tshisekedi au pouvoir alors que Joseph Kabila était au contrôle de l'armée et avait tous les moyens de pouvoir se représenter au pouvoir, même si la Constitution semblait lui barrer la route. Mais on sait comment ça se passe en Afrique. Un changement est si vite arrivé par un tour de passe-passe. On se rend compte de par ce qui se murmure dans certains bruits de couloir qu'il y aurait eu un deal entre les différentes factions pour que le président actuel demeure au pouvoir. Qu'à cela ne tienne, la crise congolaise est semble-t-il, en voie de se résoudre par la dernière rencontre qu'il y a eu entre le président Félix et le président Paul Kagame. Mais comme nous l'avons dit bien avant, les circonstances qui ont amené le président Félix au pouvoir semblent nébuleuses et certaines déclarations qu'il aurait eu à tenir par rapport à cette crise avant que le conflit ne soit déclaré il y a quelques jours ou semaines, tenter à le faire pencher vers une alliance avec le Rwanda, ce que la population ne comprenait pas très bien et la diaspora aussi, notamment certaines déclarations qui auraient pu être faites dans la diaspora qui sembleraient privilégier les intérêts du Rwanda au niveau de la RDC. Cette volte-face du président Tshisekedi, ce changement de cap, nous montre tout simplement que nous sommes dans un jeu politique et qu'il y a des pions. Le président Félix semble être un tout petit peu à l'image de son père, qu'on avait qualifié de sphinx, c'est-à-dire dont les stratégies sont parfois difficiles à cerner. Et l'on peut espérer que ce dernier pas qui a été fait vers la paix sous signer des accords pourrait être une voie vers la paix et une sortie de crise. Mais les outils qui sont entre les mains des politiciens congolais sont certainement la diplomatie qui pourrait résoudre pas mal de problèmes. Mais nous savons que ce n'est pas suffisant parce qu'il y a des intérêts économiques de taille, faramineux, pharaoniques dans l'Est du Congo. Et la diplomatie n'est pas la seule
arme qui pourrait changer les choses. La voie martiale pourrait être employée, mais cela amènerait encore des morts qui sont déjà importants au niveau de la RDC. Nous avons parlé de plus de 6 millions de morts dans les conflits qui ont meurtri ces régions. Mais il y a aussi l'arme de la communication qui doit être tout azimut pour que ce qui se passe en RDC soit connu. Le docteur Mukwege en est l'un des artisans de cette communication qui dénonce les crimes qui se passent à l'est du Congo. Et la diplomatie congolaise, donc, le gouvernement congolais doit utiliser donc toutes les armes en sa disposition pour pouvoir communiquer, pour pouvoir changer la situation. Mais la dernière rencontre qu'il y a eu entre les deux présidents, à savoir Paul Kagame et Félix Tshisekedi, vers une sortie de crise, nous amènerait déjà vers une certaine forme de solution. On sait que cette partie de la République démocratique du Congo a toujours connu des guerres, l'Est du Congo. Est-ce possible de voir la paix revenir en RDC une fois pour toutes? La paix est-elle possible dans un avenir proche? Eh bien, ça, seul l'avenir nous le dira. Mais pour être réaliste, il faut que la paix soit plus rentable que la guerre en RDC pour que la paix puisse réellement s'établir. Il y a une réalité, c'est que le conflit, le désordre qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo est rentable pour plusieurs nations, pour plusieurs sociétés, pour plusieurs individus surtout. Tant qu'il n'y aura pas un système, une organisation, un ordre établi qui permettra de rendre le pays organisé et donc plus rentable que le désordre ambiant, c'est là où la paix sera possible. Et cela se prendra du temps. Dans un avenir proche, nous ne savons pas. Les accords peuvent régler des problèmes en surface. Ça peut être une espèce de bandage, mais réellement pour arrêter la septicémie, pour arrêter l'infection, il faut absolument une organisation, il faut absolument des produits ayant un principe actif qui peuvent régler cette situation. Les accords sont du folklore, on peut le dire. Il faut réellement des systèmes, une organisation qui permettent à la RDC de se mettre debout. Et comme nous l'avons dit, il faut que la paix donc soit plus rentable que la guerre, parce qu'en ce moment c'est la guerre qui est plus rentable que la paix. Il y en a qui vendent leurs armes, il y en a qui prennent des produits à bas prix, mais si le pays est organisé, si la paix devient beaucoup plus rentable que la guerre, c'est là où la RDC pourra réellement être apaisée. Nous avons des exemples des pays comme le Botswana, le Ghana ou le Gabon, où la guerre a quand même pu être évitée, même s'ils ont des matières premières abondantes et stratégiques. Tout cela dépend de l'organisation des pays, tout cela dépend des élites qui utilisent leur tradition, leur culture pour pouvoir éduquer leur population, pour pouvoir avoir une élite qui est issue de la volonté populaire, qui est issue de les traditions locales. C'est ainsi qu'on pourra avoir un semblant de paix au niveau de la RDC. Alors, Eric, pour terminer, quel autre moyen le gouvernement de la RDC peut-il utiliser pour faire avancer le pays? D'autres leviers que la RDC peut utiliser pour une paix durable, c'est la diversification des partenaires dans un monde multipolaire. Avec la guerre entre l'Ukraine et la Russie, l'on voit le monde se restructurer, de nouveaux blocs se former. C'est maintenant l'occasion de tirer son épingle du jeu, c'est maintenant l'occasion de multiplier les partenaires, c'est maintenant l'occasion de diversifier les accords et les deals pour un monde beaucoup plus juste et beaucoup plus prospère. Ensuite, la RDC ou le gouvernement doit affirmer un leadership fort qui impose ses prix, ses opinions et transforme ses matières premières. On doit consolider l'identité nationale pour vaincre les velléités séparatistes, tribalistes, négatives, sans tuer les essences tribales, sans tuer l'identité
que chaque groupe peut avoir sont donc les différents éléments que la RDC peut mettre en musique pour pouvoir avancer. Merci Eric d'avoir accepté de répondre à nos questions. Nous espérons que c'est la dernière fois qu'on va parler d'une crise entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Merci d'avoir suivi Ubuntu News. On se donne rendez-vous à une prochaine édition. Pour vous qui n'êtes pas encore abonné à la chaîne de Quête de Vérité, vous pouvez le faire dès maintenant. À bientôt.